j'ai rejoint les cours en formation professionnelle du CNAM il y a, ça va faire 5 ans maintenant déjà, hein, le temps passe très vite, et je suis chargé de deux UE. Originellement chargé de deux UE, qui était SEC 102, qui confère la cybersécurité, et le SEC 105, qui est la sécurité réseau. Voilà, la façon dont je peux me présenter rapidement et sans faire de trou. Très bien. Alors, petite abréviation pour voilà, les personnes qui ne seraient pas familiers avec le vocabulaire du CNAM, les UE sont les unités d'enseignement, donc les Pardon. matières composantes des différents diplômes certificats que nous avons. Très bien, merci beaucoup François Dario pour cette présentation. Est-ce que vous pourriez nous parler de manière peut-être, on va dire, assez générale des différents métiers liés au domaine de l'informatique? Bon, c'est un domaine assez large. Alors voilà, oui, l'informatique, c'est un domaine pas large, c'est un domaine immense, puisque en plus, avec des créations de métiers quasiment permanentes, hein. Donc ça va de ce qu'on appelle la programmation à la formation, l'administration, la sécurité. Enfin, il y a tellement de tous les métiers du web, et là, donc web designer, référenceur, parce qu'il faut savoir, l'exemple même, c'est quelqu'un qui crée un site web. Le référencement, c'est un domaine tellement complexe que maintenant, depuis longtemps maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés dans le référencement et qui ne font pas de conception. Voilà, c'est un exemple de la diversification qui a pu se faire au cours des années. Et là, ça va parler, je pense, à pas mal de gens. Il y a un métier qui est en train de se créer, c'est des personnes, et on commence à trouver des demandes d'emploi là-dessus, des offres d'emploi là-dessus, personnes qui sont capables d'utiliser l'IA. C'est-à-dire de générer les questions, de mettre en forme les questionnements aux IA, à diverses IA pour avoir des réponses. Et voilà, j'ai appris ça il y a quelques semaines. Je me suis dit, les choses vont vite, hein, parce que l'IA est rentrée un peu dans le domaine public depuis à peine 5-6 mois, bon, avec ChatGPT, mais bon, vous voyez arriver les choses depuis un certain temps quand même. Mais là, c'est un métier où il y a des offres d'emploi déjà. Donc voilà, c'est tellement vaste qu'on passerait une demi-heure rien qu'à parler de ce qu'on peut faire dans le métier. Alors, ça fait un peu sens, hein, vous qui avez un peu d'historique dans ce domaine-là. Bon, les différents métiers ont connu des évolutions, comme vous pouviez le souligner, hein, notamment avec l'IA, mais ont connu quand même des évolutions. Lesquelles sont-elles, selon vous, les plus grosses évolutions qu'on a pu connaître sur ce domaine d'activité? Alors, si on fait un rapide historique, en fait, début des années 80, quand il y a l'explosion de l'informatique individuelle, euh, on a très vite pensé que tout le monde allait devenir un informaticien émérite. Et ça, je dirais, au bout de 10 ans, c'est tombé à la poubelle, et bien profond, parce que, en fait, la technicité dans chaque branche est telle que personne ne peut englober le savoir. Il y a une chose que mon expérience m'a appris, c'est qu'en informatique, il y a toujours meilleur que vous. Dans le domaine dans lequel vous êtes, il y a toujours meilleur que vous. Parce qu'il y a des gens qui sont d'une tellement pointus dans un domaine que ils sont au-dessus de vous, et ça, il faut être très, très humble, et très humble surtout parce que c'est un métier en permanence, en permanente, on doit, excusez-moi, on doit se remettre en cause en permanence. L'apprentissage, il est permanent, on doit utiliser les outils à disposition pour toujours se former, même si il y a des fois, c'est ce que je dis à mes élèves qui finissent la formation. Ils viennent de se former, je leur dis, maintenant, continuez à vous former. Parce que c'est impératif. En un an, on est dépassé, pratiquement. Donc, c'est quelque chose qui est impératif, c'est ce besoin de se former en permanence. Et Voilà. cette évolution est liée à quoi selon vous? Est-ce que c'est l'évolution des technologies qui, à chaque année, hein, sont de plus en plus performantes et autres? Ou est-ce que c'est juste notre manière aussi d'aborder, peut-être les problématiques, liées à ce domaine et à Alors, l'informatique et au métier? il y a deux choses. Effectivement, l'évolution des technologies est évidente.
C'est galopant, hein, c'est même exponentiel, ça va de plus en plus vite, mais aussi par le fait on n'a pas forcément simplifié le travail sur l'informatique. Ça, c'est une des choses dont je pense, je suis assez conscient, c'est que aujourd'hui, et ça, les tests, beaucoup de tests très sérieux l'ont prouvé, l'efficience sur les outils informatiques n'a pas augmenté. Elle aurait même tendance à baisser. On prend le basique, l'utilisation du pack office par des gens du métier du secrétariat. Euh, c'est quelque chose qui a baissé en temps pour réaliser les mêmes tâches. Alors après, effectivement, il y a plein d'options qui se font, mais il faut savoir que sur un outil comme Office, les gens utilisent 15 à 20% des fonctionnalités. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est l'outil qui existe, donc on fait avec. Hein. Et qu'on soit, Office, Microsoft Office ou OpenOffice, c'est le même combat. Hein. Il y a rien ne change. Hein. C'est de la course permanente à l'évolution. Alors, si je suis très franc, il se génère aussi une course permanente au rééquipement. Et ça, on le subit. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, encore, ça c'est un peu tassé quant au matériel, mais voilà, c'est quelque chose qui fait que ça existe depuis l'origine. Très bien. Il y a une dépendance envers effectivement le matériel et c'est ça en fait qui lie finalement le technicien à ces évolutions-là. Et oui, il faut toujours savoir gérer la nouveauté, et parce que on s'aperçoit que l'utilisateur utilisera toujours la nouveauté. On peut lui dire non, non, mais c'est pas la peine, vous n'en avez pas besoin, mais si, il le fera, parce que il est conditionné par le système informatique pour utiliser cette nouveauté. La preuve, c'est que maintenant, les mises à jour, elles se font sans que personne ne se rende compte. Tout à fait. Très bien. Et en termes d'employabilité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces différents, encore une fois, hein, ce domaine étant très très vaste, peut-être resituer un peu sur les métiers, peut-être de développeurs, ces métiers-là qui sont quand même les métiers de notre siècle et qu'on retrouve un petit peu dans tous les domaines d'activité. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une bascule qui est en train de se faire. Avant, je dirais les seniors de l'informatique, c'était les programmeurs ou les analystes programmeurs, plus exactement, parce que le programmeur était un peu plus. Et c'est c'est un métier qui va tendre à disparaître, puisque de plus en plus, on parle de développement no-code, c'est-à-dire qu'on a des outils de développement qui sont intuitifs, et qui sont, je dirais, à la portée de beaucoup de gens. Pas de la globalité, mais à la portée de beaucoup de gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise un petit peu le concept et qui sait mener un projet peut prendre un outil no-code et monter son applicatif. La deuxième chose, c'est que les applicatifs maintenant sont tellement multiples que avant de s'engager à développer une nouvelle application, il faut d'abord être sûr qu'elle n'existe pas déjà. Et c'est rare qu'elle n'existe pas déjà. Donc voilà, puisqu'il y a eu le monde du livre qui a complètement révolutionné cette partie. Donc les programmeurs, et donc je dirais que les gens les plus recherchés maintenant, ce sont les administrateurs, les gens qui gèrent. Et les gens qui gèrent, ce sont les personnes qui vont définir les politiques, qui vont orienter les politiques, qui vont former, puisque quand je dis les gens qui gèrent, on inclut dedans la formation, puisque ce sont souvent les gestionnaires qui font de la formation. Et dans le domaine, et là clairement, c'est ce qui a le vent en poupe, et on peut se douter de pourquoi, c'est la sécurité. Puisque c'est devenu, avant tout le monde s'en fichait, je peux vous dire que les premiers virus, je les ai vécus de plein fouet dans ma première société, c'était une panique absolue, les gens se faisaient infester leur PC. Maintenant, les gens ont compris quand même qu'il y avait un risque, et surtout dans l'informatique d'entreprise. Autant je dirais que chez les particuliers, ça reste encore quelque chose de... Bah, ils en sont conscients, mais ils ne font pas des efforts forcément majeurs.
mais au niveau de l'informatique d'entreprise, on commence à prendre les choses très au sérieux, à tel point que dans les TPE et les PME, il y a des sociétés qui embauchent des spécialistes cybersécurité et cybersécurité parce que quand on perd quelque chose, si on perd ses données, c'est catastrophique. Moi, j'ai vu une société qui a mis la clé sous la porte parce qu'elle s'est fait détruire sa compta. Plus de À cause de compta, plus de cyberattaque. facturation, terminé. Mm. Non, c'était pas une cyberattaque, c'était une mauvaise manipulation. Il a perdu ses données, ses sauvegardes étaient foireuses. Mais ça revient au même. Hein, Ouais, tout à fait. et il a déposé le bilan 15 jours après parce qu'il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Donc voilà. Donc, et c'est un risque qu'on voit récurrent, hein, des sociétés qui se font effacer d'un coup de gomme parce ils ont été infestés, ils ont perdu leurs données, les sauvegardes étaient mal gérées, et voilà. Donc la conscience commence à être prise sur ce domaine-là qu'il faut se protéger. D'accord. Très bien. Et c'est vrai qu'au niveau de l'État aussi, qui a mis des choses en place liées à tout ce qui peut être RGPD et autres, qui poussent finalement les métiers Oui, oui. d'opérateurs en cybersécurité j'imagine, fleurir un petit peu partout. Voilà, alors la RGPD, je dirais là, c'est une surcouche qui est européenne, qui n'est pas forcément la mieux reçue de la part des gens qui font de la cybersécurité. Mais c'est que la loi, Duralex, c'est de l'ex, la loi, c'est la loi. Donc on s'y plie et on fait en sorte que. La plus grosse problématique de ce métier, c'est qu'en fait, on est comme une assurance. C'est-à-dire que les gens payent pour se protéger. Et comme souvent, et ça c'est un mal français, on se demande pourquoi on s'assure. On est conscient qu'il faut s'assurer, mais on râle parce qu'on s'assure. Et c'est la même chose par rapport à la sécurité et à la cybersécurité. Donc on est par moment, et ça c'est le défaut, un peu seul, malgré que les niveaux de rémunération soient les plus élevés. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans le métier avec une formation conséquente peut demander entre 40 et 45 K sans problème, quelle que soit la région dans laquelle il se trouve. Hein. Ça, je parle de globalité, hein, je ne parle pas de tarifs parisiens, hein, parce que là, on monte encore d'un cran si on est sur l'Île-de-France. Est-ce qu'il est facile? Oui, pardon, Guillaume. Je me permets, une personne qui nous dit dans le chat, bonsoir, que signifie RGPD? C'est le règlement général pour la protection des données, mais au-delà de l'intitulé, c'est la réglementation européenne sur la protection des données qui a un impact important sur le dispositif de protection des données des entreprises, notamment sur les questions de base de données, notamment de gestion des bases de données, j'imagine. Ça a dû avoir un impact important en informatique. Et tout ce qui est en ligne, tous les outils en ligne, quels qu'ils soient, qui doivent se plier à la RGPD. Donc, avec une conservation, si conservation il y a des données personnelles, une charte qui est très très lourde. Donc, et donc des coûts induits qui sont réels. Et il faut savoir que la RGPD, juste un petit peu de détail, ça s'applique pour les données. On dit les données personnelles, mais c'est aussi les données personnelles des employés. C'est-à-dire que dans le cadre du travail, la RGPD s'applique. Donc, ce qui complique encore plus l'administration des données quand on est administrateur réseau, puisqu'il y a des données personnelles qu'on doit gérer de façon totalement différente. Et pour revenir par rapport au métier, quelle est la mobilité possible, par exemple, pour que ça soit un ingénieur, je veux dire en cybersécurité, même un technicien développeur? Est-ce qu'il y a des possibilités de mouvance, on va dire, d'entreprise, changer passer d'une entreprise de service à une entreprise de produits facilement, peu importe le domaine, ou est-ce qu'il y a une segmentation un petit peu liée peut-être à la technologie maîtrisée par le salarié? Alors, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, la majorité, et ça, je sais que avec mes élèves qui ont souvent une formation du libre, le libre existe en entreprise, mais n'est pas majoritaire.
le produit majoritaire, et ça, on peut, c'est comme le RGPD, il est là, hein, c'est Microsoft. Et on peut tourner le problème dans tous les sens. Le produit qu'on nous demande d'administrer dans les TPE, PME, je ne parle pas des grands comptes, parce que les grands comptes ont leur propre service informatique qui gèrent de façon totalement autonome. Et là, les politiques d'entreprise peuvent être totalement différentes d'une entreprise à l'autre. Je parle de ce qui fait quand même 90% de l'économie française, c'est TPE, PME. Là, on est sur du monde Windows, 90%. Donc, l'administration des réseaux Windows, elle est impérative. Et si on a ça, la mobilité, elle existe réellement, puisque on a deux options, en fait, dans ce monde-là, dans cette partie-là des 90%. Je vais mettre à part les grands comptes, parce que je pense que les grands comptes, c'est un autre monde de l'emploi, où là, il y a une forte concurrence, et si on est bon, on est très vite chassé. Il faut être clair que les chasseurs de tête dans le domaine de la sécurité, cybersécurité, existent et vont chasser les gens dans les grands comptes, mais pour le compte d'autres grands comptes. Voilà. Et notamment les grosses sociétés de services informatiques, c'est la guerre absolue pour se piquer les bons ingés. Hein. Moi, j'ai vu des amis qui se sont fait offrir, en 2 semaines, se sont fait offrir 3 postes, hein, parce qu'il y a une réelle demande hein, aussi. Hein. Il faut savoir que les gens spécialisés, alors si on parle de la cybersécurité, spécialisation encore de la sécurité réseau, c'est quelque chose où il y a peu de formation encore. On commence, moi, ça fait 4 ans que je le fais, et c'était la première session au CNAM de mémoire. Hein. Donc, on commence à avoir des gens arrivés, mais depuis peu de temps, et pourtant, les problèmes, ils sont là depuis plus longtemps. Donc, la mobilité, elle existe, mais après, il faut peut-être se l'organiser. Est-ce qu'on travaille en freelance? Est-ce qu'on travaille dans une petite société de service comme la mienne? Est-ce qu'on rentre dans un compte? Est-ce qu'on monte, on se met en auto-entrepreneur pour avoir plusieurs patrons? Il y a plein d'options et il y a plein de façons de faire, et je dirais qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Là, c'est après chacun qui répond à ses propres envies. Tout à fait, très bien. Et en termes, vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, mais en termes de salaire, concrètement, sur une prise de poste, sur des postes de technicien, est-ce qu'il y a une possibilité déjà d'évolution, on va dire professionnelle, ou est-ce qu'on est cantonné voilà, à ce poste-là? Et voilà, pour évoluer, il faut automatiquement monter peut-être soit en diplôme, ou est-ce que par l'expérience, est-ce que c'est encore valable de pouvoir progresser, on va dire déjà salarialement, grâce à l'expérience? Alors, Ou est-ce que c'est un double ça jeu? ça l'est encore, et je dirais ça a tendance à s'amoindrir, puisque les formations, tant que les formations n'existaient pas réellement. Je reviens sur la cybersécurité parce que c'est l'exemple parlant. On parlait, la cybersécurité, elle était englobée dans la sécurité réseau, et ça faisait partie d'un package. Et on s'aperçut que ça devenait tellement important qu'il fallait des spécialistes. Mais entre le moment où on s'aperçoit qu'il faut des spécialistes et le moment où les formations se mettent en route et font leurs effets de création de gens formés, et bien là, il y a entre guillemets une fenêtre de tir où les gens vont augmenter leurs compétences en interne et pouvoir grimper dans la hiérarchie. Ça existe toujours. Et puis, je dirais que l'outil le plus, qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que la formation professionnelle du CNAM, elle est là pour ça aussi. Moi, j'ai 80% de mes élèves qui sont déjà techniciens, qui sont déjà en poste et qui veulent monter d'un cran. Et que leur entreprise leur dit, ah bah oui, si tu fais telle formation, moi, c'est une formation diplômante nationale et tout, tu auras un diplôme d'ingénieur, donc tu vas pouvoir monter en gamme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est technicien, la technologie, on la connaît. Je dirais que la différence entre un technicien et un ingénieur, c'est la gestion des projets et la gestion de la globalité. C'est ça qu'on doit apprendre, et c'est ça qu'on doit savoir analyser, traiter et mener un projet. C'est l'essentiel, puisque, la technologie, quand on est technicien, on l'a déjà. 2, de toute façon, celle qu'on a, elle n'est plus à jour. Dans un an, il faudra se remettre à jour. Donc, là-dessus, la connaissance est importante, mais la méthodologie l'est encore plus.
Très bien. Et selon vous, quelles Alors, sont les oui, qualités il y a une qualités question, Ouais, pardon, excusez-moi, dites-moi. il y a une Je vous en question prie. que je n'ai pas répondu. Il faut savoir quand même quand un bon technicien qui peut euh, avoir entre 30 et 33 kilos euros. Moi, je parle de mon cercle. Hein, je ne sais pas, à Paris, ça ne m'intéresse pas. Et un ingé, on gagne 12 à 15 000 euros quasiment tout de suite. Donc, et là, je parle d'entrée de gamme, enfin d'entrée en poste. Hein. Entre 40 et 45, c'est quelque chose qu'on peut demander sur une entrée en poste. Ça fait des revenus. Alors moi, je suis à Poitiers, enfin même en Nouvelle-Aquitaine, qui font partie de la fourchette haute. Voilà. Tout à fait. Et selon vous, alors, les qualités pour intégrer ce domaine, même s'il est très vaste, quelles qualités faut-il avoir pour évoluer dans les métiers de l'informatique? Peut-être qualité, on va dire soft skill, peut-être qualité également compétences qu'on pourra affilier à ce domaine-là. Alors, les qualités, je mettrai, il y a deux, et vous en avez parlé tout à l'heure, il y a deux caps. Il y a d'abord le technicien supérieur, pour moi, ça s'englobe, où là, il faut avoir une véritable curiosité et un goût de la formation permanente. C'est-à-dire être curieux de ce qui se fait, être toujours à l'écoute de ce qui se fait, et être capable d'engranger des fois des sommes d'informations qui sont importantes et de faire le tri par rapport à son travail et par rapport à ses besoins. Ça, c'est un très bon technicien, ça n'a pas de prix. Parce que les gens qui sont capables de dire ah oui, tiens, ça me dit quelque chose, je connais, ou j'ai entendu parler, et je vais faire et de trouver, excusez-moi, trouver des solutions rapidement, ça n'a pas de prix sur le marché du travail. La deuxième marche, c'est le poste d'ingénieur ou de responsable, mais d'ingénieur. C'est là, c'est être capable, et il faut faire preuve de capacité d'analyse encore supérieure, de gestion de projet très présente, et surtout, et alors là, bon, peut-être que je vais en dégoûter quelques-uns, il faut comprendre que c'est vraiment le clou qui est entre le marteau et l'enclume. Puisqu'on doit faire accepter des projets à une équipe qui travaille avec vous. Alors souvent, le plus souvent, c'est des équipes qui tournent bien, donc faire accepter des projets, et puis en plus, les projets sont menés collectivement, mais faire accepter aussi le même projet à la hiérarchie. Et là, on se retrouve entre les deux. Parce que la hiérarchie a des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes que l'équipe avec laquelle on travaille. Et là, on se retrouve, je veux dire, entre marteau et enclume. Et quand ça tape, ça peut faire mal. Et par expérience, on peut parfois servir de fusible. Très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Guillaume, peut-être tu as quelques questions peut-être qui te viennent ou on peut Oui, peut-être je viens de repasser. relancer dans le Ouais, chat. N'hésitez pas, vraiment, c'est le moment. Si vous avez des questions, enfin, c'est le moment, ça peut être le moment aussi un petit peu après. S'il n'y a pas de questions, on passera à une présentation des formations du CNAM et à quelques autres éléments sur la façon dont les formations se déroulent. Mais voilà, s'il y a des questions sur l'intervention de François Dariot, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, nous aurons également un auditeur qui nous fera un témoignage de sa formation au CNAM juste après. Tout à fait. Je voulais juste faire un petit point aussi par rapport à ce que vous avez dit, François Dariot, par rapport vraiment à finalement ce lien entre le diplôme et l'expérience au niveau de l'informatique, avec cette culture de formation tout au long de la carrière. Voilà, le CNAM, c'est aussi des formations professionnalisantes et c'est en ça aussi que c'est intéressant, c'est que en arrivant sur le marché de l'emploi, il y a un vrai axe expérience professionnelle qui a déjà été développé et acquis, ce qui permet vraiment une employabilité et une sérénité aussi en démarrant dans ce domaine-là, qu'on soit déjà dans le domaine ou en reconversion. Il n'y a pas de questions. Moi, je vais enchaîner. Merci beaucoup, François Dariot, pour cette intervention et ces détails. Alors, je reprends le contrôle.
J'avais peut-être une question. On a abordé plusieurs choses. Je m'interrogeais sur l'actualité du domaine base de données, système d'information. Est-ce que c'est quelque chose qui est recherché aussi aujourd'hui? On a surtout dans le contexte. Ouais. Oui. Alors, je l'englobe un petit peu. De plus en plus, il y a une spécialisation administrateur base de données. C'est vrai que alors ma vieillesse, mon ancienneté dans la profession fait que je l'englobe souvent à l'administrateur réseau, aux administrateurs réseau, puisque administrateur réseau, administrateur base de données pendant très 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 longtemps. Et là, alors, on parle de nouveaux domaines. Le cloud a fait exploser tout ça. C'est-à-dire qu'on parlait d'administrateurs de réseaux locaux et le cloud gérant autrement et de façon totalement différente tout ce qui est base de données, avec en plus l'arrivée du big data et de l'IA. Là, on commence effectivement, j'ai oublié, l'apparition d'un métier administrateur de données, véritablement d'une particularité administrateur de données. D'accord. D'accord, merci. Oui, on a une question dans le chat. Est-ce qu'il s'agit de formations en alternance ou hors temps de travail? Alors là, ce soir, on s'intéresse surtout aux formations hors temps de travail. Le CNAM propose aussi des formations en alternance. Voilà, donc ça dépend. Il y a des formations dans certaines villes, pas dans d'autres. Donc ça, je vous invite à consulter le site. Pour ce qui est du temps des formations en temps de travail, oui, on va préciser ça dans un instant. On va regarder on va regarder. Et oui, même dans le cadre de l'alternance, le CNAM accompagne dans la recherche de l'entreprise. Tout à fait. Alors, je reprends le contrôle. Alors, pour vous présenter très succinctement la logique CNAM et le fonctionnement, alors tout part de l'unité d'enseignement qui va être la matière, comme je le disais tout à l'heure, qui est elle-même composante de blocs de compétences et de certificats qui eux-mêmes sont imbriqués en fait dans des diplômes. Voilà pourquoi cette logique de poupée russe, en fait, c'est que nous faisons de la formation hors temps de travail en cours du soir, ce qui fait que ça peut allonger un petit peu la durée des diplômes. Par exemple, ce qui est intéressant au travers vraiment de ce côté de poupée russe, de ce côté modulaire, c'est que on va viser on va dire à moyen long terme un diplôme, mais au travers de ça, on va avoir des paliers avec des possibilités d'obtention des certifications, soit au travers de blocs de compétences ou de certificats, par exemple d'établissements qui permettent d'une part déjà une employabilité, et beaucoup de certificats ont également un besoin de réaliser en fait un rapport en fin de ce certificat. Ce rapport, soit il est basé par rapport à une expérience professionnelle acquis déjà par l'élève, soit dans le cas contraire, on peut lui générer une attestation de stage pour qu'il puisse réaliser cette expérience professionnelle. Voilà, donc la logique étant de capitaliser des unités d'enseignement qui permettent petit à petit d'aller chercher des certifications permettant l'employabilité, permettant des focus compétences sur des domaines, sur des points de compétences, pardon, et à moyen long terme d'aller chercher les diplômes. Je vais laisser peut-être la parole à Guillaume, si tu veux enchaîner sur la slide suivante, qui est peut-être un petit peu plus parlante que ces poupées russes. Oui, ou qui complète peut-être. Donc celle-ci, alors voilà, juste pour revenir sur la question précédente, sur l'alternance et le hors temps de travail. Donc ici, le webinaire de ce soir, c'est vraiment consacré au hors temps de travail. Mais en ce qui concerne l'alternance, sur l'alternance, donc on a une licence informatique développeur web back-end, front-end qui est déployée à Brive. On a également un diplôme d'ingénieur informatique et multimédia qui est déployé à Angoulême, et également un ingénieur big data et intelligence artificielle, toujours en alternance, donc qui est déployé à Niort. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous, voilà, à la fin du webinaire, on vous laissera les adresses de contact si vous êtes intéressé par l'alternance. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Mais pour revenir au hors temps de travail, donc voilà, on n'a pas mis tous les diplômes sur cette diapo parce qu'il y en a vraiment beaucoup en hors temps de travail. Il y en a au moins une bonne trentaine. Mais pour schématiser, disons qu'il y a 4 grands domaines. 4 grandes thématiques
l'informatique qui sont couvertes, et plus d'autres, plus certains diplômes dans notre domaine. Donc, comme vous voyez, architecture, intégration des systèmes logiciels, donc toute la partie plutôt développement et architecture, la partie système d'information, la partie cybersécurité qui se développe beaucoup en ce moment, et puis également donc réseau, système multimédia. Mais voilà, on a également des certificats, certains certificats de spécialisation, notamment en analyse de données, en intelligence artificielle, et puis également donc délégués à la protection des données, DPO, CIL. Et tout ça à différents niveaux, donc différents niveaux de formation, que ce soit un niveau bac pour des gens en totale reconversion qui viennent pas du domaine, des certificats professionnels, Tout à fait. le DUST qui correspond à un bac plus 2, des certificats de compétences qui sont aussi des diplômes d'établissement ciblant des formations courtes qui ciblent des compétences précises de niveau en général aussi, on va dire bac plus 2, entre bac plus 2 et bac plus 3. Une licence générale informatique, voilà, généraliste, également une licence professionnelle, des titres RNCP de niveau bac plus 4, diplôme d'ingénieur également, avec 4 spécialités, les 4 qui sont nommés sur le côté, et encore des certificats de spécialisation qui sont aussi des formations courtes comme les certificats professionnels ou certificats de compétences, mais à un niveau, disons, de niveau à peu près bac plus 5, master, donc comme par exemple l'intelligence artificielle. Donc voilà pour la présentation des différentes formations. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport, ça on va peut-être pas couper, on va peut-être finir le déroulé, mais on y répondra à la fin, donc n'hésitez pas. Je vais peut-être passer aux modalités pédagogiques. Guillaume, si tu veux peut-être les présenter? Oui, donc l'avantage sans doute des formations d'informatique au CNAM, alors ici, essentiellement, en fait, toutes les unités qu'on propose de tous les diplômes sont 100% à distance. Donc, on reste sur la partie de gauche ici, la partie de droite ne nous intéresse pas. Tout est entièrement à distance, en fait, par l'intermédiaire d'une plateforme. Donc, sur la plateforme, il y a les cours et les activités en autonomie et également des visioconférences avec les enseignants en direct, comme à l'instant avec François Dariot. Et tout ça est enregistré et accessible également à distance. Donc, on encourage toujours les élèves à participer en direct, mais bon, parfois il y a des imprévus. Et le système fait que voilà, on peut se connecter au cours vraiment à son rythme en cours du soir. C'est le principe des cours hors temps de travail pour travailler quand on a le temps, après le travail, le week-end, quand on est libre, mais de façon régulière toujours. Tout à fait, et pour faire une petite précision aussi, voilà, hein, chacun a son rythme, chacun a son organisation personnelle, professionnelle. On n'est pas obligé de, voilà, un élève peut, valider beaucoup moins vite ou beaucoup plus vite qu'un autre. C'est vraiment adapté à son rythme, hein. S'il veut prendre une matière sur le semestre, il prend une matière. S'il a un petit peu plus de temps sur le semestre suivant, il peut gonfler un petit peu plus. Voilà, c'est ça aussi le CNAM, hein, s'adapter un petit peu au rythme de chacun, car c'est de la formation professionnelle, voilà, dédiée aux adultes. Super, merci Guillaume. Je vais enchaîner sur la temporalité, peut-être les calendriers. Ouais, je te laisse, Oui, bah la je main. poursuis, tout à fait, hein. Donc, le CNAM fonctionne en année universitaire. Donc, on a une rentrée qui se fait mi-octobre. Comme vous voyez, en noir, c'est les dates de rentrée, en rouge, c'est les dates d'examen. Donc, mi-octobre, on a la rentrée du premier semestre. Fin février, on a la rentrée du second semestre. Et puis, avec les examens, donc toujours 2 sessions avec une session de rattrapage. Donc, une première session qui a lieu début février pour le premier semestre, et puis une seconde session qui a lieu mi-juin. C'est la fin de l'année, on y est en ce moment. C'est en ce moment que les auditeurs passent les examens d'informatique, entre autres, et qui marquent la fin du second semestre et de l'année universitaire. Les cours reprendront donc mi-octobre 2023, mais comme vous voyez, il y a aussi des secondes sessions pour tout le monde début avril et début septembre également. Mmh, tout à fait, et si je peux rajouter peut-être que, voilà, hein, c'est déjà une double chance, hein, finalement sur chaque unité d'enseignement, et la première session est vraiment une première session, hein. Si vous n'êtes pas disponible pour cette première session, vous pouvez vous présenter tout à fait à la deuxième. On n'est pas sur un rattrapage, mais ça peut faire également office de rattrapage si, vous avez eu en dessous de la moyenne à la première session. Donc ça permet quand même d'optimiser, les chances de pouvoir obtenir les matières, les unités d'enseignement. Et en parlant d'examen, sauf s'il y a des questions peut-être entre-temps, n'hésitez pas. Mais en parlant d'examen, je crois que nous avons justement un auditeur qui est en fin de parcours de Ouais, formation et qui tout à fait. nous avons sollicité Alors, pour un témoignage.
Tout à fait, Monsieur Mohamed Adel Reda, j'ai vu qu'il était connecté. Donc effectivement, hein, donc un élève du CNAM inscrit donc sur un certificat qui arrive en fin de ce certificat qui sera donc très prochainement diplômé. On va peut-être lui laisser la parole. Je vais couper le partage afin qu'on puisse. Bonsoir à Alors, tous. Vous m'entendez bien? alors, Oui, ouais, on vous entend. Super. Comment ça? ouais, on vous entend un peu de loin. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Alors c'est peut-être moi qui ai mon. Je vais augmenter un peu le son. C'est un petit peu faible peut-être, mais Ouais. est-ce qu'on peut... Vous m'entendez comme ça mieux? Ah oui, c'est mieux. Tout Ok, à fait. super. J'ai rapproché le micro. Alors, Super. bonsoir à tous. Bonsoir Eh Mohamed bien, Adel. donc, moi, j'ai commencé au CNAM en 2021, donc septembre 2021. Mhm. Et donc, alors moi, je viens du domaine de l'audiovisuel. Donc, j'ai travaillé dans des boîtes de production et puis dans des sociétés de distribution de films et de documentaires. Donc, j'avais déjà une accroche avec l'informatique. Donc, voilà, je travaille un petit peu aussi dans le milieu. Il y avait un côté technique. Et puis, après le Covid, il y a eu aussi on va dire, quelques retards en termes de production audiovisuelle et puis dans le domaine en général. Donc, je me suis un peu plus intéressé à l'informatique et notamment à la cybersécurité. Et donc, j'ai pris contact avec le CNAM tout simplement, avec un conseiller très très sympa, voilà, qui m'a tout expliqué, qui m'a aiguillé et puis qui m'a donné un petit peu la philosophie et le fonctionnement du CNAM. Ensuite, on a pu choisir ensemble tout ce qui est parcours. Alors, au départ, moi, j'étais parti sur quelques UE, donc les unités d'enseignement. Et puis ensuite, on a trouvé une formation un peu plus adaptée on va dire, un packaging, donc qui est un certificat professionnel. Et donc, qui intégrait justement la maintenance de poste, tout ce qui était un peu plus technique, le réseau, l'administration de réseau, la cybersécurité. Donc, ça m'a intéressé. Et puis, au final, on a eu on va dire, on a choisi 8 unités d'enseignement dans le rapport de stage. Et donc, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, on va dire, je vais commencer par les choses qui sont un peu plus compliquées, c'est la charge de travail. Si vous travaillez en même temps, eh ben, c'est vrai qu'il faut prévoir les choses, mais il faut, voilà, comment dire, il faut s'appliquer et se dire que 2 unités d'enseignement par semestre, moi, je trouve que c'est suffisant, il ne faut pas plus, parce que moi, j'ai pris le risque de prendre à 2 semestres 3 unités d'enseignement. C'est un peu compliqué quand on a du travail en journée, donc voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est justement l'avantage d'avoir des webconférences à 18h. Ça, c'est vrai que c'est bien entre 18h et 19h, donc ça permet justement de pouvoir assister tranquillement, de pouvoir se préparer. Et puis, on a des rendus, donc il faut s'organiser, on va dire, en mettant en place son propre planning pour pouvoir avoir le temps d'échanger avec les enseignants, les intervenants, les professionnels. Voilà, demander et puis voilà, on a suffisamment de support. Même s'il faut très souvent chercher par soi. Et je pense que ça, justement, ça fait partie de la formation. Je pense que c'est important d'avoir ses propres outils et puis de savoir comment trouver la bonne information. Parce que c'est bien Google, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir les bonnes sources. Et puis j'ai fait 8 modules. Globalement, en général, ça s'est très très bien passé. J'ai eu un seul rattrapage, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. C'était dans l'administration des réseaux. C'était très très technique parce que ça intégrait beaucoup de concepts, notamment tout ce qui est autour du fonctionnement des systèmes de Cisco. Et puis voilà. Donc ensuite, j'ai fait un stage dans un établissement de santé. Et donc là, j'ai pu justement appliquer ce que j'avais pu voir et puis me confronter un peu plus à la sécurité informatique. Globalement, c'était très satisfaisant. Donc l'établissement était très satisfait. Donc je me suis occupé un petit peu de la sensibilisation, de la gestion de risques, gestion de projet aussi par rapport à des simulations de crise, à la sécurisation des systèmes. Voilà, donc globalement assez satisfait. Franchement, Vous êtes senti à l'aise dans cette prise de poste? Oui, alors ça n'a pas duré longtemps, mais
Évidemment, j'ai déjà une expérience professionnelle, donc j'ai pu m'intégrer un peu plus facilement. Mais Tout en à fait. termes de connaissances, oui, effectivement, c'est vrai que c'est toujours assez théorique quand on fait une formation. Euh, Même si c'est professionnel, ça reste quand même de la théorie. On a Tout à un fait. petit peu d'applicatif, on essaie de faire avec des logiciels de simulation. Notamment, je parlais de Cisco, Packet Tracer, justement, ça permet de simuler des réseaux, de configurer des réseaux et autres. Mais globalement, oui, comment dire, ça reste le langage, on va dire, même si c'est un établissement de santé publique, mais ça reste le langage d'une entreprise. Donc, on s'intègre plus facilement et puis on essaie de comprendre les choses selon son expérience. Et puis, toujours la même chose, il faut vraiment continuer à faire des recherches. Voilà, c'est ce que disait Monsieur Dario, Ouais, justement. J'ai tout la à fait, chance ça fait sens. de l'avoir comme directeur. C'est une très très bonne chance, je conseille d'ailleurs. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut toujours être curieux et essayer, on va dire, de chercher un peu plus loin. Et voilà, pas se contenter à ce qu'on a pu voir sur des exemples. Donc voilà, globalement, c'est vraiment ça. Il faut s'adapter au lieu. Et puis voilà. Et puis franchement, ouais, c'est très formateur. En fait, le fait de chercher par soi et d'avoir des indications assez précises, hein, d'ailleurs, ça peut être déroutant au début, mais c'est ça l'informatique, c'est ça le côté technique, c'est que il faut connaître telle chose précisément, donc on s'intègre, on s'immerge, et puis voilà, il suffit un peu de temps, mais globalement, on a suffisamment de temps, donc en 2 ans, moi, en tout cas, je parle de ma formation, je ne connais pas le reste, mais globalement, sur 2 années, j'ai pu comprendre un peu plus les choses, quoi. Très bien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et en termes de vous verriez continuer, aller un petit peu plus loin. Alors, je vais juste faire une petite réponse peut-être par rapport à la question. Y a-t-il des prérequis pour participer aux formations et aux UE? Tout à fait, chaque, par exemple, les certificats professionnels va être en prérequis niveau bac à peu près ou un niveau de réflexion autour du bac. Certificat de compétences, on va être à peu près sur un niveau de bac plus 2 et spécialisation, on est plus, voilà, on se rapproche plus du bac plus 4, bac plus 5. Donc effectivement, il y a des niveaux, mais voilà, les conseillers comme moi sont là aussi pour veiller que pédagogiquement et notamment en lien avec mon collègue Guillaume, que pédagogiquement ce soit adapté à le but même en termes de rythme sur les semestres. Moi, c'est une de mes voilà, des points de garde que je peux mettre en fonction de l'organisation personnelle, professionnelle des personnes. On essaie vraiment d'adapter au mieux pour que pédagogiquement ce soit optimum. Je pense que Guillaume, tu pourras en parler un petit peu plus. Oui, 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 non, tout à fait. Alors des prérequis, oui, effectivement, ça dépend. Si on est sur une approche d'entrée sur un diplôme, effectivement, pour un diplôme d'ingénieur, le prérequis, ça va être d'avoir au moins un bac plus 2, d'avoir un bac plus 2. Sur une licence, pour intégrer une licence 3, c'est d'avoir un bac plus 2 également. Voilà, sur les certificats professionnels, bon, c'est bac, tout simplement, au niveau bac. Ça, c'est pour côté diplôme. Après, si c'est pour faire une UE, 2 UE, plutôt à la carte, là, ça dépend quels UE. Les UE de niveau plus avancé, de niveau, je dirais, master, c'est relativement rare, mais parfois il y a des prérequis qui disent il faut vraiment faire d'abord telle unité et ensuite telle autre. Euh, mais sinon, la plupart du temps, ça va être des prérequis plutôt en termes d'expérience professionnelle. Est-ce que vous pratiquez au quotidien ou est-ce que vous avez déjà l'expérience sur tel ou tel domaine pour pouvoir faire une unité d'approfondissement? Euh, donc globalement, c'est quand même assez ouvert et on a des profils assez hétérogènes, hein. C'est une des richesses des promotions du CNAMS. On a des gens qui viennent un peu de tous les horizons, parfois des novices voilà, qui se réorientent et des experts qui viennent chercher une validation ou un rafraîchissement des connaissances parfois. Donc c'est quand même assez ouvert. Mais bon, voilà, précisément sur certains diplômes nationaux, il y a un prérequis en termes de niveau validé d'études. Et puis ensuite, c'est unité par unité. Il faut voir celle qui vous intéresse. Et après, c'est dans le conseil qu'on pourra vous orienter plus précisément. Tout à fait. Et comme Monsieur Adel Reda a fait, il a commencé en faisant une unité d'enseignement. Encore une fois, ce n'est pas engageant. On essaie aussi des nouveaux domaines au travers de
ces unités d'enseignement à la carte, qui finalement, en capitalisant, on se rapproche des fois d'un certificat en ayant fait 2-3 unités en lien, hein, qui peuvent constituer des blocs ou autres, et qui permettent en fait d'aller être certifié et de pouvoir continuer. Donc, on n'est pas obligé, quand on commence le CNAM, à faire une unité d'enseignement, de savoir exactement jusqu'où on veut aller. Donc, c'est aussi l'une des forces du CNAM. Je vois qu'il y a une autre question. En termes de durée d'obtention d'un bac plus 5 ingénierie des systèmes d'information, à raison de 2 UE par semestre, combien d'années faut-il? Alors, il faudra à peu près, hein, moi je pense, peut-être tu pourrais peut-être me rectifier, Guillaume, si je dis une bêtise, mais peut-être 6-7 ans, si on est sur ce rythme-là. Après, encore une fois, on va garder à l'esprit qu'il y a toujours ce système de palier. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, vous allez rentrer avec un bac plus 2 sur un diplôme d'ingénieur, par exemple. Avant d'arriver à ce Graal, hein, à l'objectif sur moyen long terme, vous aurez validé des certificats et valider peut-être une licence et peut-être un bac plus 4 aussi dans le domaine. Tout ça, voilà, une fois qu'on a validé une unité d'enseignement au CNAM, elle est valable pour tous les diplômes ayant cette unité d'enseignement. Donc on n'a pas à la repasser si par exemple vous validez une UE pour un certificat et qu'on a même UE dans la licence, ça valide pour tous les diplômes. Donc il y a vraiment ce système de palier à prendre en compte. Et effectivement, par contre, si on est sur un rythme de 2 UE, je pense que 6-7 ans, voilà, sera à peu près la durée de réalisation du diplôme. On est sur des temps assez longs, hein, au CNAM, puisqu'on est sur des formations hors temps de travail, donc qui s'adressent à des gens qui sont déjà actifs. Les diplômes d'ingénieur, habituellement, quand on part du bac plus 2 et qu'on va jusqu'au bac plus 5, un diplôme d'ingénieur, ils font en moyenne, hein, à peu près, que ce soit en informatique ou dans d'autres domaines, du BTP ou ailleurs, il faut compter à peu près en moyenne 6 ans, hein, globalement, c'est l'idée. Ça peut être un peu plus long, un peu plus court, etc. Après, n'oubliez pas que si vous avez déjà une expérience dans le domaine, vous avez le dispositif de validation des acquis de l'expérience qui peut vous permettre de valider plusieurs UE sans les faire, puisque vous les avez déjà acquises par votre expérience professionnelle. Donc, ça permet parfois d'enlever une partie du parcours si vous pouvez justifier d'avoir pratiqué et donc de bien connaître voilà, certains pans du diplôme, par exemple. Donc, ça permet de raccourcir les parcours. Exactement. Tout à fait. Avec ce même principe aussi, je pense à la validation d'études supérieures, hein, qui permet pour une personne qui serait dans un domaine de l'informatique, à un niveau licence ou peut-être un bac plus 4 et qui souhaite s'orienter sur une autre branche du domaine, il ne repartirait pas, par exemple, sur un autre diplôme d'ingé, il ne repartirait pas du niveau bac plus 2. Hein. Il y aura déjà beaucoup d'acquis au travers de ses diplômes, peut-être son expérience aussi, sur lesquels on pourrait jouer, et pour pouvoir permettre de lui valider un maximum d'unités d'enseignement et lui laisser finalement que celles qui sont dédiées à cette nouvelle branche qui prend. Alors, comment faire quand les unités changent de nom et de numéro pour les valider dans les diplômes? Alors, Tu veux que ouais, je je t'en prie, réponde ouais. peut-être? Tout à Ouais, fait, ouais. ok. Non, tout à fait, ouais. Je profite pour répondre à la question juste d'avant aussi sur la reconnaissance par l'État. Donc, le CNAM est un établissement de supérieur, hein, de formation supérieure, et donc les licences qu'on propose, que ce soit des licences générales, professionnelles, ainsi que les titres d'ingénieur, ils sont reconnus par l'État. Ce sont des formations voilà, de l'État, des diplômes reconnus. Donc, les certificats de compétences, les certificats professionnels, en revanche, c'est l'équivalent d'un diplôme d'établissement. Voilà, mais autrement, les titres RNCP également, donc sont inscrits au RNCP, hein, précisément. Et voilà, diplôme d'ingénieur, c'est des diplômes nationaux, comme les licences. Quand les unités changent de nom et de code, hein, pour les faire valider dans les diplômes, alors, quand c'est un changement récent, il y a des notes comment dire, des mesures transitoires qui s'appliquent, hein, d'une année sur l'autre pour pouvoir les faire valider. Et après, selon les parcours, c'est vrai, donc, comme on disait, les parcours sont parfois longs sur plusieurs années. On a parfois des gens voilà, qui font des parcours sur 10 ans même. Ça peut arriver. Et il y a des changements de maquettes, effectivement, parce qu'on l'a dit, l'informatique change et donc les maquettes des diplômes changent aussi. À ce moment-là, on fait des points parcours en fait. Hein. On regarde la maquette sur laquelle l'auditeur était parti au début, la maquette aujourd'hui et les unités voilà, qui peuvent être réutilisées, enfin, celles qui existent toujours dans les mêmes parcours, celles qui peuvent être substituées à d'autres unités. Il y a un échange avec les responsables nationaux des diplômes à Paris. Voilà, le principe quand même qui s'applique dans 99% des cas.
quelques très rares exceptions près, peut-être pour certaines unités qui, bon, aujourd'hui, sont plus du tout d'actualité. Bon, ça peut arriver, mais c'est très, très à la marge. Dans 99% des cas, une UE qui est acquise est une UE qui sera valorisée dans un parcours s'il a changé. Est-il un risque que le diplôme ne soit plus reconnu par la CTI avant son obtention en cours de cursus? Là encore, il y a des mesures transitoires qui s'appliquent. Contactez-nous si vous êtes dans ce cas. Par exemple, un titre RNCP qui est désaccrédité, qui perd son accréditation, on a un délai quand même d'un certain nombre d'années, je ne l'ai plus en tête précisément, mais qui permet de finir le diplôme. Et même s'il n'est plus accrédité l'année où vous obtenez le diplôme, pour autant, vous pouvez obtenir le titre RNCP. Il y a des conditions, en fait, il faut avoir suivi un certain nombre d'unités pendant que le diplôme était encore accrédité. Il y a des conditions qui s'appliquent, mais voilà, on pourra détailler ça ultérieurement. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres? Ouais, je vois qu'il y a une autre question qui arrive. Avec plaisir, merci pour vos questions. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Franck, si tu as la slide sur les contacts, ouais, peut-être la tout à fait. remettre. Voilà, donc dès demain 9h, on pourra vous répondre par téléphone et par mail. Hop. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le QR code. Normalement, il doit être cliquable, ou sinon un petit scan. Voilà, c'est un petit questionnaire pour avoir votre retour par rapport à ce premier webinaire. Et savoir voilà déjà si ça vous a plu, et surtout pour qu'on puisse garder contact et avoir un échange individuel avec un conseiller, soit avec moi, soit avec mes collaborateurs. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup à François Dario. Merci beaucoup à Monsieur Adel Reda pour ces témoignages, cette participation. Merci beaucoup à Guillaume, Martin également. Et merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir. Et on espère pouvoir reproduire voilà, cette expérience des webinaires, peut-être sur d'autres thèmes liés à l'informatique et à ces métiers. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir.